Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer le chapitre 12 sur les isométries d'un espace euclidien. Et on va, dans le cours, faire uniquement la partie A. Donc on va commencer, on va faire le grand 3, partie A. Il y a quand même des choses à dire, donc on va pas trop se précipiter. J'aurais pu faire le A et B, mais bon, déjà le grand A c'est bien. Avant de faire ça, on va corriger l'exercice que je vous avais laissé, à savoir l'exercice 6. Et il va y avoir une petite différence par rapport à la feuille de TD que vous avez. Il se trouve qu'ici, dans la question 4, c'était un petit peu dur. Je vous avais demandé de déterminer la nature géométrique de SA. Bon, j'ai modifié la question, donc c'est aussi valable, c'est aussi disponible sur le site. En fait, je vous dis ce qu'il faut montrer. En fait, le SA, il se trouve que c'est une isométrie par rapport à ce plan-là. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, dans cet exercice, on nous demande, on dispose d'un espace euclidien E, donc un espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'un produit scalaire. On prend un vecteur A non nul de E, et on va venir considérer une application qu'on appelle SA. Et cette application, c'est l'application qui a un vecteur X, associe cette quantité ici, et cette quantité est bien un vecteur. Regardons un petit peu. Le X, c'est un vecteur. Toute cette partie-là, c'est un nombre réel, parce que c'est un quotient de nombre réel. Hein. Un produit scalaire, c'est à valeur réelle. Et lui, c'est un vecteur. Donc en fait, on a bien une soustraction entre deux vecteurs, donc c'est bien un vecteur. On doit démontrer, premièrement, que S de A est un endomorphisme. Alors, on se rappelle de la définition. N'oubliez pas de démontrer... Donc c'est une application linéaire, un endomorphisme est une application linéaire de E dans E. Donc peut-être la première chose à dire, mais on vient de le remarquer ensemble. Alors d'abord fixons peut-être A. On prend un vecteur qui appartient à E et qui est non nul. Alors je vais d'abord commencer par remarquer que pour tout x appartenant à E, eh bien, SA de x, c'est un élément de E, c'est un vecteur de E, ça on vient de le voir, je l'ai dit à l'oral. Et la deuxième chose, pour vérifier que quelque chose est un endomorphisme, il faut vérifier bien sûr que c'est une application linéaire. Pour ça, on va prendre deux vecteurs de E et un réel. Et puis, on va simplement calculer SA de lambda x plus y. Alors regardons ce que c'est. C'est ça. Donc il faut réécrire ça en remplaçant x par lambda x plus y. Alors on est parti. Après j'ai 2 moins 2a scalaire lambda x plus y, le tout divisé par a scalaire a. Et donc c'est ce nombre réel multiplié par petit a. Ok. Donc là, évidemment, ici, on va vouloir, enfin, plutôt ici, on va vouloir appliquer la linéarité du produit scalaire par rapport à la deuxième variable, parce que vous voyez ici, dans la deuxième variable se situe là, j'ai une combinaison linéaire. Combinaison linéaire, c'est de la forme un réel fois un vecteur plus un autre vecteur. C'est ça une combinaison linéaire. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est sortir le lambda et le plus, entre guillemets. Donc on applique la définition d'un produit scalaire, la linéarité par rapport à la deuxième variable, ce qui va nous donner le lambda x plus y ne change pas. Au numérateur, je vais avoir, alors je vais mettre peut-être une grosse parenthèse, donc ça va faire lambda a scalaire x plus a scalaire y. Voici la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc là, je prends mon temps, je détaille tout. Après, on peut développer, ce numérateur, on va le mettre sur lui et puis sur lui, donc on va séparer cette barre de fraction pour obtenir lambda x plus y moins... Alors, peut-être que je peux commencer à sortir le lambda. Ça fait moins lambda fois 2a scalaire x divisé par a scalaire a moins 2 a scalaire y divisé par a scalaire a. Évidemment, il y a un a ici que j'ai oublié, je le rajoute. Hop.
Et puis ce qu'on va faire, on va rassembler les termes ensemble. Les termes avec les x et les lambda, je vais les mettre ensemble. Alors regardez, on va obtenir donc lambda x moins 2a scalaire x divisé par a scalaire a fois a plus, on va obtenir y moins 2a scalaire y divisé par a scalaire a, ce qui est aussi égal à la norme de a au carré, mais bon, je le laisse comme ça. Alors, est-ce que j'ai pas oublié de terme? Non, tout est bon ici. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Bien sûr, ici, je reconnais SA de x. Et ici, je reconnais SA de y. Donc, au final, ça fait lambda SA de x plus SA de y. Ainsi, SA est bien un endomorphisme de E. Niveau rapidité, il faut le faire à ce stade de rapidité. Faut pas être plus lent. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que le DS était un petit peu long. Et ils aimeraient savoir si c'était finissable en 4 heures. La réponse est oui, évidemment. Je vous donne que des choses qui sont finissables en 4 heures. Par contre, il faut rédiger vite. Donc quand il s'agit de démontrer que quelque chose est un endomorphisme, il faut le rédiger à cette vitesse-là. Là en plus j'ai mis tous les détails, je vous ai pas arnaqué. Donc c'est important d'être assez rapide sur des arguments classiques comme cela. Et voilà, on se dépêche, on souligne et c'est réglé. On peut passer à la question d'après. Là il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est simplement appliquer la définition d'un endomorphisme et c'est réglé. Alors, ensuite, démontrer de deux façons que SA est une isométrie. On l'a vu dans le cours, il y a une première façon avec la norme qui consiste à démontrer que la norme de SA de x, c'est norme de x. Si vous montrez ça, vous démontrez en fait que SA est une isométrie grâce aux normes. Ça, c'est la définition d'une isométrie avec les normes. Et puis, avec les produits scalaires, vous avez une autre façon, c'est celle-ci. Si vous démontrez ça, vous démontrez que SA est une isométrie. C'est une propriété du cours qui nous dit que si un endomorphisme vérifie ça, cette égalité que je suis en train d'écrire là, SA est bien une isométrie. Donc on va faire les deux pour s'habituer un petit peu au calcul avec les produits scalaires et les normes. Donc je vais fixer x appartenant à E et on va calculer la norme de SA de x. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est souvent plus facile de calculer une norme au carré, puisque, je vous rappelle, là je l'écris au brouillon, mais je vous rappelle que par définition, qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? C'est toujours pareil, c'est la racine carrée de x scalaire x. Ok? Et c'est pour cette raison que très souvent les normes on les calcule au carré, comme ça supprime cette racine carrée, ça simplifie les calculs, et la racine carrée on la mettra tout à la fin pour supprimer ce carré, d'accord? Mais quand on fait les calculs, très souvent on calcule les normes au carré. C'est ce qu'on va faire ici. Donc SA de x, la norme de SA de x au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Alors je remplace SA de x parce que c'est, donc c'est quoi? C'est x moins 2x scalaire a divisé par a scalaire a fois a. Allez, on va mettre des normes toutes droites comme ça. Voilà, bon, ça marche pas trop, alors je vais pas le mettre. Hop, voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce terme-là, ou plutôt tout celui-là, c'est un vecteur. Vous pouvez, si vous voulez, dans votre tête, l'appeler y. Et donc, on a affaire à norme de x moins y au carré. Et ça, on sait le développer, parce qu'il y a une identité remarquable qui nous dit que c'est norme de x au carré moins 2x scalaire y plus norme de y au carré. Donc, c'est exactement cette propriété qu'on va appliquer tout de suite. Et donc, ça va nous faire norme de x au carré. Si vous préférez, je vais laisser le y, comme ça, on va éviter toute erreur de calcul. Donc, moins 2x scalaire, juste je vais le mettre en vert pour se rappeler qu'il faudra évidemment le remplacer, plus norme de y au carré. Ok.
Donc je vais remplacer y par ce que c'est, par le vecteur en vert. Alors, là je me laisse un peu de place. Donc, norme de x au carré, moins 2, là je vais mettre un gros produit scalaire, x scalaire 2x scalaire a, divisé par a scalaire a, fois a, plus norme de 2x scalaire a sur a scalaire a au carré. Voilà. Donc maintenant, on va travailler avec ça. Ce terme-là ici, c'est un nombre réel. Et les nombres réels, j'ai le droit de les sortir du produit scalaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais le sortir parce que c'est un nombre réel, hein, donc là c'est appartenant à R. Donc évidemment, on va le sortir. Ces propriétés-là, elles sont vraies parce que le produit scalaire est linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc on a des propriétés avec l'addition et aussi avec la multiplication par un scalaire. Ici, j'ai la multiplication par un scalaire, donc je peux sortir ce scalaire, ce réel, du produit scalaire. Ce qui va me donner moins 4, donc là, il ne faut pas trop se planter, parce qu'il va y avoir beaucoup de produits scalaires qui vont apparaître. Alors on écrit bien x scalaire a sur a scalaire a, et il va rester x scalaire a. Ensuite, là je me rends compte que j'ai oublié encore le a. Ensuite, encore une fois, eh bien, ça c'est un nombre réel. On peut le sortir de la norme, mais avec une valeur absolue. Enfin, on le sort de la norme, alors peut-être que... Non, c'est pas très clair, parce que là, du coup, j'ai un carré, alors je vais plutôt faire comme ça. Je vais plutôt vous dire que la norme de lambda x au carré, c'est lambda carré norme de x au carré. Voilà, c'est ça que j'utilise ici. C'est précisément ce que je vais utiliser pour gérer ce terme-là. Et le lambda étant lui, hein. Ça c'est mon lambda et ça c'est le x avec lequel je vais l'utiliser, ok. Donc voilà, c'est cette égalité-là que je vais utiliser. Ce qui va me donner au final 4. Ce qui va me donner au final... alors je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Ok, c'est bon. Donc, je vais obtenir 4x scalaire a au carré sur a scalaire a au carré. Et là, il va rester la norme de a au carré. Alors, voilà. Donc là, évidemment, donc le norme de x reste le même. Je vais avoir 4x scalaire a au carré, parce que j'ai une multiplication des deux termes identiques. A scalaire a. Et remarquez ici, il va se passer quelque chose là, parce que on peut quand même rappeler que la norme de a au carré, qu'est-ce que c'est? C'est a scalaire a. Donc la norme de a au carré, elle va se simplifier avec le 2 là. Ok? Et il va rester simplement 4x scalaire a au carré sur a scalaire a, et ça se simplifie. Et donc c'est ok. Il va bien rester la norme de x au carré. Ainsi, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pour tout x appartenant à E, SA de x en norme au carré, c'était égal à la norme de x au carré. Donc c'est totalement équivalent
à la même chose sans les carrés. Je peux passer à la racine carrée dans cette égalité. Et évidemment, les valeurs absolues se retirent parce que ce qu'il y a sous les valeurs absolues est en fait un nombre positif. La norme, hein, la norme est un nombre positif. Voilà, donc SA est bien une isométrie. Donc là, on a vérifié que S de A était une isométrie grâce aux normes. Maintenant, on va vérifier que S de A est une isométrie grâce au produit scalaire. Alors, on est reparti. Pour ça, on a besoin de fixer x, y dans E. Et on va calculer SA de x scalaire SA de y. Et on veut évidemment arriver à x scalaire y. Alors, je me rappelle jamais, c'est quoi? C'est x moins 2 ax à a. Alors, x moins 2 a scalaire x. De toute façon, a scalaire x ou x scalaire a, c'est pareil par symétrie du produit scalaire. Voilà, c'est ça. Scalaire y moins 2 a scalaire y sur a scalaire a. Voilà. Je vérifie une autre fois parce que s'il y a une erreur de calcul, après, ça va m'embêter. A scalaire x, ok. Ok. Bon, bah là, il faut évidemment utiliser la linéarité du produit scalaire. Vous voyez ici, ce terme-là, il est de la forme x moins lambda y. Donc c'est une combinaison linéaire et on va pouvoir utiliser la linéarité par rapport à la première variable du produit scalaire et on fera ensuite la linéarité par rapport à la deuxième variable. Alors, peut-être... Bon, là, je ne vais pas donner de nom en fait au vecteur qui apparaît, le gros vecteur, hein, à savoir celui-là. Je vais le laisser tel quel, hein, on a vu un petit peu comment ça marchait. Donc, je vais d'abord appliquer la linéarité du produit scalaire par rapport à la première variable. Ce qui va me donner, donc la deuxième variable, je la laisse fixe. Là, je vais bien la mettre en rouge. Celle-là, vous n'y touchez pas. Ce qu'il y a dans la deuxième variable, vous n'y touchez pas. Vous faites que la linéarité par rapport à la première variable. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir x scalaire, la deuxième variable, à savoir, alors là, je vais la copier. Hein, hop. X scalaire, la deuxième variable, moins. Donc là, c'est ce réel-là que je vais sortir avec le moins. C'est pour ça que j'ai mis un moins. Donc ça fait 2 a scalaire x divisé par a scalaire a. Et après, il va avoir le a, donc ce a-là. Hein, et ma deuxième variable, qui est toujours là. Je la mets en plus petit. Voilà. Voilà, maintenant je vais utiliser la linéarité par rapport à la deuxième variable. On est parti. Linéarité de ça par rapport à la deuxième variable. C'est-à-dire que la première variable ici, on la bloque, on n'y touche pas. De toute façon, il n'y a rien à faire, hein, il n'y a pas de linéarité à faire, on l'a déjà faite, la linéarité. Donc d'abord, dans ce produit scalaire, la première variable, on la bloque et on va faire la linéarité par rapport à la deuxième variable. Okay, ce qui va nous donner, eh bien, x scalaire y moins 2 a scalaire y a scalaire a, x scalaire a. Ensuite, j'ai ce coefficient de a. Alors, peut-être qu'on va le mettre sur une autre ligne, hein, parce que là, ça va commencer à être un petit peu long sur une seule ligne. Donc, ensuite, je m'attaque à tout ce terme-là. Donc, je vais avoir 2 a scalaire x. Est-ce que je mets
pas trompé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Moins 2A scalaire x sur A scalaire A. Et donc, maintenant, je suis sur ce terme-là. Je vais faire la linéarité par rapport à la deuxième variable sur ce terme en vert. Ce qui va me donner A scalaire... Alors... Oui, petit moment d'égarement. A scalaire y moins 2A scalaire y sur A scalaire A. A scalaire A. Voilà. Bon, on a beaucoup de chance parce que regardez, A scalaire A, ça se simplifie. Et donc, bah voilà, tout ça, ça va quand même permettre de beaucoup se simplifier, hein, je pense. Au final, on a x scalaire y moins 2 A scalaire y x scalaire A. Là, je me rends compte qu'il y a un petit souci. Non, il n'y a pas de souci. Je m'attendais à avoir un vecteur, mais non. Là, on manipule que des nombres réels. Hein. Ça, c'est un nombre réel, c'est un produit scalaire. Ça, c'est un nombre réel, parce que lui, c'est un nombre réel, multiplié avec lui, qui est un nombre réel. Donc, en fait, on manipule que des nombres réels, il n'y a plus de vecteurs. Et si je simplifiais encore ça, j'obtiendrais moins A scalaire y. Moins A scalaire y. Hein. Moins A scalaire y. Mais ici, j'ai un moins, donc ça va faire un plus. Et donc j'aurai plus 2 A scalaire x. Et on a dit A scalaire y. Eh bien, ça se simplifie exactement comme il faut. Donc, c'est réglé. Ainsi, qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, on a démontré que pour tout xy appartenant à E, SA de x scalaire SA de y, c'était égal à x scalaire y. Vous remarquez au passage que c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'avec les normes. Avec les normes, c'est quand même mieux. Bah ouais, avec les normes, on n'a qu'une variable, juste x. Alors qu'avec les produits scalaires, on en a deux. On a x et y. Et puis il y a la linéarité dans tous les sens avec les produits scalaires. Donc regardez un petit peu le calcul. Hein. Celui-là, avec les produits scalaires, semble quand même plus compliqué. Ah, quoique, ça a l'air à peu près similaire. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long avec les produits scalaires que les normes. Mais bon. Dans tous les cas, vous avez les deux méthodes. Alors ensuite, donc voilà, on sait que c'est une isométrie, donc ça c'est ok, ça aussi, ça aussi. Maintenant on en est là, on doit calculer SA de x dans le cas où petit x c'est en fait A, et dans le cas où x est orthogonal à A. Alors c'est parti. C'est la question 3. Alors... si x est égal à A, qu'est-ce que ça fait SA de x? Bah, ça fait SA de A. Et la formule, c'était quoi? C'était x moins 2x scalaire A sur A scalaire A. Donc si je remplace, ça ferait A moins 2A scalaire A sur A scalaire A. Ok. Ce qui se simplifie ici, bien sûr. Celui-là avec celui-là. Donc ça ferait moins A. Voilà. Rien de plus compliqué. Et si x est... Alors, évidemment, un vecteur de E. Si x appartenant à E est orthogonal à A, c'est-à-dire ayant un produit scalaire avec A nul, eh bien, que vaut SA de x? Alors, on se rappelle la définition, c'était x moins 2x scalaire A divisé par A scalaire A. Simplement, ici, ça fait 0. Parce que x est orthogonal à A, donc le produit scalaire entre x et A est nul, ce qui fait x en fait. Hein. Voilà.
Donc peut-être une petite phrase de conclusion pour faire propre. Ainsi, SA de x est égal à 0 si... Alors, pas 0, on va dire... Enfin, c'est A si x est égal à A. Et x si x est orthogonal à A. Voilà, c'est ce qu'on a démontré. Donc voilà, on a différentes... en fonction de différentes valeurs de x, on connaît cet endomorphisme SA. Et après, on veut la matrice de SA dans une base orthonormée dont le premier vecteur est 1 sur norme de A fois A. Alors, c'est parti. Donc, il faut donner un nom aux choses. Ce qui peut paraître compliqué, c'est les questions où, en fait, on donne pas de... On n'introduit rien. Là, c'est à vous d'introduire. On vous parle d'une base orthonormée. Il faut lui donner un nom. On l'appelle B. Vous prenez autant de vecteurs que vous voulez. On va dire N, hein, peu importe. Hein. Donc, donnons un nom aux choses. Soit B égale E1, En, une base orthonormée. De qui? De E. Et en plus, la condition, c'était que le premier vecteur de cette base canonique soit A divisé par norme de A. En fait, ils veulent que ça soit un vecteur dirigé par A et qu'il soit en plus unitaire. Donc on l'écrit avec le premier, c'est 1 sur norme de A fois A. Et on veut la matrice dans cette base-là. Ok. Alors, évidemment, pour trouver la matrice de SA dans la base B, on a besoin de quoi? On a besoin d'exprimer, comme d'habitude, hein, on a besoin de calculer SA de E1, SA de E2, etc., etc. Et donc, on commence par trouver la première colonne, puis la deuxième, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer SA de E1. Et l'exprimer en fonction de E1, E2, E3, E4, etc. Par exemple, si vous avez ça, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais 8, E2, et que, alors je vous donne les deux premiers, et je sais pas, le dernier vous avez 17 EN, et bien évidemment, là vous avez 7, là vous avez 8. Alors je vous ai pas dit ce que c'était les autres, mais c'est juste pour fixer les idées. Et voilà, donc, du coup la première colonne ça serait ça. Donc il faut d'abord calculer SA de E1, ensuite on fera SA de E2, etc., etc. Donc on rédige proprement, premier point, SA de E1. On est parti. Donc E1, c'est 1 sur norme de A fois A. Tout de suite, ce 1 sur norme de A est un nombre réel. Je peux le sortir par linéarité de SA. SA est un endomorphisme, donc c'est une application linéaire. On peut sortir les nombres réels qui sont à l'intérieur. Donc ça va me faire 1 sur norme de A, SA de A. Mais on a vu que SA de A, c'était quoi? Eh bien, c'était petit a. On a vu ça tout à l'heure. Et donc, au final, on obtient 1 sur norme de A fois A, c'est-à-dire E1. Ok? Donc, SA de E1, ça fait E1. On n'a pas fini. Nous, ce qu'on veut, c'est l'écrire en fonction de E1, EN. Eh bien, c'est bon, là, hein. E1, qu'est-ce que c'est? E1, c'est bien 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus etc. jusqu'à 0 fois En. Et c'est pour cette raison que la première colonne de la matrice que l'on recherche, ça sera 1, 0, 0, 0, 0. Ok? D'ailleurs, attendez, je crois que je me suis trompé, c'est moins A. Voilà. Moins A. Petit changement ici. Hop, moins A. Ce qui va faire moins E1. Voilà, j'ai rectifié le tir. Voilà, donc la première colonne de votre matrice, ça sera moins 1. Alors là, en plus, on travaille
on travaille... Est-ce qu'on connaît la dimension de E? Non, E, c'est un espace euclidien, on ne connaît pas sa dimension. On ne sait pas si on travaille avec un espace de dimension 3 ou 2. Donc en fait, a priori, la matrice là, que j'ai écrit, elle est de taille, la dimension de E, c'est-à-dire n. On a choisi de prendre n vecteurs, donc voilà, la taille de la matrice, ça sera n fois n lignes, n colonnes. Donc voici la première colonne de la matrice. Voilà, maintenant il faut trouver les autres. Alors, on veut calculer SA de E2. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas E2. E2, on ne le connaît pas, c'est juste un résultat ici abstrait. On a une base B, E1, EN, une base orthonormée. Mais on sait quand même que c'est une base orthonormée, donc on n'a pas non plus zéro hypothèse. On sait que la base est orthonormée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des vecteurs, entre eux, si j'en prends deux différents, eh bien, ils sont orthogonaux. Donc, donc le E2, c'est un vecteur qui est orthogonal à tous les autres, pour tout i appartenant à 1n, avec i différent de 2. C'est le principe d'une base le principe d'une base orthonormée, c'est que tous les vecteurs sont de norme 1, et en plus, si j'en prends deux différents, ils ont un produit scalaire nul. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. E2 est perpendiculaire à tous les autres EI, donc E2 est perpendiculaire à E1, à E3, à E4, etc. Et donc, en particulier, E2 est perpendiculaire à E1. Et c'était quoi E1? C'était A sur norme de A. C'était ça, hein. Et donc, si le produit scalaire entre E2 et A sur norme de A est nul, eh bien, E2 scalaire A est nul aussi. On est d'accord. Tout simplement parce que lui, c'est un nombre réel et je peux le sortir. Okay, donc en fait, E2 est orthogonal à A. E2 est orthogonal à A. Et on a un résultat, on sait ce qui se passe lorsque on a un vecteur qui est orthogonal à A, E2 est orthogonal à A, eh bien, d'après la question précédente, ça fait E2. Donc c'est d'après ce qui a été fait précédemment. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les autres, hein. S de E3, ça fait SA de E3, ça fait E3, parce que E3 est orthogonal à A. Donc SA jusqu'à EN est égal à EN, et bien parce que EN est orthogonal à A. Ainsi, la matrice qu'on me demandait de chercher, la matrice de S de A dans la base B, eh bien, ça va être, on avait dit que c'était moins 1, 0, 0. Et vous voyez ici, pour la deuxième colonne, on avait trouvé E2. Mais E2, c'est quoi? C'est 0, E1, plus 1, E2, plus 0, E3, etc. jusqu'à 0, EN. Donc la deuxième colonne, ça sera 0, 1, 0, 0, 0. On l'écrit. Et pareil pour les autres. Si vous avez compris ce principe, c'est la même chose. Et au final, je vais avoir cette matrice. Voilà, donc c'est une matrice diagonale. Le premier coefficient de la diagonale, c'est moins 1, et tous les autres coefficients de la diagonale, à part le premier, c'est 1. Et du coup, on a trouvé la matrice de S de A dans la base B. Voilà. Alors désolé, je remonte tout pour revoir la question, je ne l'ai pas sous les yeux. En déduire que S de A est la symétrie par rapport au plan vec de A orthogonal. Donc là, je vous ai dit ce qu'il fallait montrer, contrairement à ce que vous aviez reçu en papier. Là, j'ai changé un petit peu l'énoncé, parce que je trouvais ça un petit peu compliqué pour vous de trouver vous-même la nature de cette isométrie. Donc, je réécris la question. Montrons que SA est la symétrie par rapport au plan. Grand H, c'est le nom qu'on donne à ce plan,
qui est vecte de A orthogonal. Alors déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est, on me dit plan ici. Mais pourquoi ça c'est un plan? C'est vrai, ça n'a pas été démontré. Bah, ça serait pas mal déjà de le dire. Alors, premièrement, comment on fait pour savoir si H est un plan? Bah, il suffit de vérifier que sa dimension c'est 2. Alors, peut-être que je peux vous rappeler un petit truc. Donc je le fais assez rapidement, le rappel. Hein. Si f sous espace vectoriel de dimension finie de E, alors on connaît très bien la dimension de son orthogonale. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la dimension de E moins la dimension de... Alors, qu'est-ce que je raconte ici? Hyperplan, excusez-moi. Par rapport... C'est un hyperplan, c'est pas un plan. Hein. Par rapport à l'hyperplan, voilà. C'est pas du tout un plan, c'est un hyperplan. Donc, c'est dimension de E moins dimension de F. Voilà. C'est exactement ce qu'on va utiliser ici. Premier point... Regardons la dimension de H, parce que je dis dans l'énoncé que c'est un hyperplan. Alors, on doit vérifier quoi? Un hyperplan, c'est quelque chose qui est de dimension moins 1 que le gros espace E. Alors, dim de H, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension de E moins la dimension de vecte de A. Et ça, qu'est-ce que c'est ici, vecte de A? Ça, c'est une droite. Et on peut même dire qu'elle est dirigée par A. Et la dimension d'une droite, c'est 1, donc c'est OK, c'est bien un hyperplan. C'est dim de E moins 1. OK, maintenant, il faut montrer que c'est une symétrie. Alors, en fait, il y a deux choses à démontrer. Il faut le faire en deux temps, parce que là, symétrie par rapport à l'hyperplan, blablabla. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord montrer que c'est une symétrie, petit 1, et ensuite, par rapport à l'hyperplan, on va le faire après, ok? On va d'abord démontrer que c'est une symétrie, et ensuite on va dire pourquoi c'est par rapport à cet hyperplan-là. Alors, si vous voulez démontrer que quelque chose est une isométrie, c'est très simple. Vous démontrez que S de A composé avec S de A, ça fait l'identité. Mais ça peut être un peu compliqué. Il faut revenir à la définition de S de A dans l'énoncé. Ça peut être un petit peu long parce que vous avez vu, c'est défini avec des produits scalaires, des x scalaires A dans tous les sens. Donc, vous pouvez, au choix, démontrer cette égalité avec les endomorphismes ou alors démontrer cette égalité avec les matrices. Et c'est totalement équivalent à démontrer que la matrice de... Donc à chaque fois, c'est dans la base B. C'est totalement équivalent que de démontrer que le produit entre les deux matrices, ça fait l'identité. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que... en fait, si vous regardez cette égalité et que vous prenez la matrice dans cette égalité, la matrice d'une composée, ça fait le produit des matrices, propriété de PTSI, et la matrice de l'application identité, c'est la matrice identité. Okay, donc ça, au choix, soit vous montrez ça, et ça vous permet d'avoir une symétrie. Mais en général, c'est toujours ça qu'on fait. Parce que les produits de matrice... c'est très facile à faire un produit de matrice, alors que des composés d'endomorphisme, c'est plus compliqué. Donc, je vais noter grand M égale matrice dans la base B de S de A, parce que je vais l'utiliser. Donc, alors, on a M au carré. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 1, 1. Donc je recopie deux fois la matrice. C'est un produit de matrice diagonale, donc il suffit simplement de faire le produit de chacun des éléments de la diagonale, donc ça va faire lui fois lui, le premier coefficient de la diagonale ça sera lui fois lui, le deuxième ça sera lui fois lui, etc. Donc vous voyez le truc venir, évidemment ça va faire l'identité. Voilà. Donc SA est
une symétrie. La question, c'est par rapport à quoi? Donc là, on est content, on a trouvé que c'était une symétrie. Mais toute la question, c'est de savoir par rapport à quoi c'est une symétrie. On vous dit par rapport à quoi c'est, donc c'est juste une vérification. On vous dit que c'est par rapport à cet espace vectoriel, par rapport à ce H-là. Mais il faut revenir, on va revenir à la définition pour démontrer ça. Je vous rappelle, la définition, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a ça, qu'est-ce que fait l'isométrie, enfin qu'est-ce que fait le SF? Eh bien, un endomorphisme est une symétrie si c'est cette application-là. C'est-à-dire qu'elle prend x1, x2, et puis elle va l'inverser en x1 moins x2. Donc ici, vous devez démontrer que notre application S de A, elle fait exactement ça. Elle prend une somme de deux éléments et elle inverse le x2. Évidemment, vous allez l'utiliser avec le f. Pour le f, ça sera h. On va prendre h. Ok. Alors, on est parti. On a... Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. E, c'est h plus h orthogonal. Peu importe ce que c'est h, en fait. Hein. À partir du moment où h est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de E, ça, c'est toujours vrai. Maintenant, je vais prendre un x dans E. Et automatiquement, eh bien, il existe x1 dans h et x2 dans h orthogonal. Tel que x, ça soit la somme des deux. J'en rajoute une couche. Lui, c'est h. Lui, c'est dans h orthogonal. Ce qu'il faut montrer, pour démontrer que SA est bien une symétrie par rapport à h orthogonal, eh bien, alors, par rapport à h orthogonal... non, c'est pas par rapport à h orthogonal, c'est par rapport à h, oui, voilà. Montrer que c'est une symétrie par rapport à h. Pour montrer que c'est une symétrie par rapport à h, vous allez devoir montrer que S de A de x1 plus x2, bah, ça fait x1 moins x2. C'est ça qu'il faut montrer. Alors, on est parti. SA de x1 plus x2. J'utilise la linéarité de mon application SA. On a montré que c'était bien un endomorphisme, donc j'ai bien le droit d'écrire ça. SA de x1, SA de x2. Alors maintenant, x1, qu'est-ce qu'on sait sur x1? Il appartient à h. Et donc, x1 appartient à h. Et h, c'est quoi? C'est vecte de A orthogonal. Donc x1 appartient à l'orthogonale de A. En particulier, x1 est orthogonal à petit a. Et on sait ce qui se passe lorsqu'un vecteur est orthogonal à A. SA de ce vecteur, bah, ça fait le même vecteur. Donc là, il n'y a rien à dire. Donc je le fais en deux temps. D'abord, je calcule le premier, et là, je vais calculer le deuxième. Ensuite, pour le deuxième, d'ailleurs, on peut peut-être baisser ça. Alors ensuite, pour le deuxième, x2 appartient à h orthogonal, et h... Alors, x2 appartient à h orthogonal, et qu'est-ce que c'est h orthogonal? Bah, c'est juste vecte de A. Je vous rappelle également que quand vous prenez deux fois l'orthogonal, vous retombez sur l'espace vectoriel de départ. Donc x2, il s'écrit de quelle forme? x2, il s'écrit sous la forme lambda A. On est d'accord. Donc ça fait x1 plus SA de lambda A. Mais l'application SA est linéaire, donc le lambda, je peux le sortir. Ça fait SA de A. SA de A, on sait ce que ça fait. On l'a calculé avant, ça fait moins A. Donc ça fait x1 moins lambda A. Et là, on remplace le lambda A parce que c'était x2, c'est lambda A. Donc ça fait x1 moins x2. Et on a bien démontré que SA était la symétrie orthogonale par rapport à H. Et finalement,
SA est la symétrie orthogonale par rapport à l'espace vectoriel H qui est vect de A orthogonal. Oups, j'ai oublié d'appuyer sur le truc. Voilà. Et ça conclut l'exercice. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause évidemment pendant le corriger ou même à n'importe quel moment. Je me rends compte que je vais un petit peu vite des fois, donc voilà, faut pas hésiter à mettre pause. Alors maintenant on peut aller direction le cours. Donc là, comme je vous ai dit, on va juste faire le petit A, ça sera déjà très bien, il y a des choses un petit peu techniques à voir, donc on va pas non plus se surcharger. Donc dans ce grand 3, ici, on va voir qu'on peut les classer, ces isométries, en dimension 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre espace euclidien est de dimension 2, eh bien, les isométries vectorielles, on les connaît, on sait exactement de quelle forme elles sont. Et si on se place avec un espace euclidien de dimension 3, les isométries vectorielles, on les connaît et on sait exactement de quelle forme elles sont. C'est ce qu'on va voir dans le grand 3. Mais nous, on va d'abord s'intéresser uniquement dans cette vidéo en fait, au grand A, qui sont les isométries du plan. C'est-à-dire R2. C'est-à-dire qu'on va se placer en fait dans le plan, alors pas forcément R2, mais du moins un espace euclidien de dimension 2. Okay. Quand on dit un plan euclidien, c'est-à-dire un espace euclidien tel que sa dimension, ça soit 2. Okay. Alors, donc, on va prendre un plan euclidien, donc un espace vectoriel de dimension 2, et on va prendre une base orthonormée. On va prendre une base orthonormée, le premier vecteur c'est I, le deuxième c'est J. Attention, ce I-là, ça n'est pas a priori le premier vecteur de la base canonique. J'ai pas du tout parlé de base canonique, c'est juste un vecteur. J'aurais pu les appeler E1 et E2, hein, on est d'accord. J'aurais pu les appeler E1 et E2 à la place de IJ, mais j'ai décidé IJ. Mais faites attention, ce n'est pas forcément à la base canonique. C'est pas 1,0 ou 0,1, pas forcément. Alors, la proposition 7 nous dit que si je prends une isométrie du plan, donc c'est-à-dire une application, un endomorphisme, c'est-à-dire que je prends U, un endomorphisme de E dans E, qui va vérifier norme de U de X est égale à norme de X, hein, pour tout X. C'est ça que veut dire être une isométrie de E, ok, petit rappel. Eh bien, j'ai deux choix possibles pour cette isométrie. Soit cette isométrie est directe, soit cette isométrie est indirecte. Pour quelle raison? Parce qu'on a vu que lorsqu'on avait une isométrie, on avait automatiquement que son déterminant c'était plus ou moins 1. C'est ce qu'on avait vu, une isométrie, son déterminant c'est plus ou moins 1. Donc dans le cas où le déterminant c'est 1, on avait dit que ça s'appelait une isométrie directe. Et dans le cas où le déterminant c'était moins 1, on avait dit qu'on appelait ces isométries indirectes. Et bien du coup ici on distingue les deux, d'accord? Donc vous avez que deux choix possibles. Une isométrie est forcément directe ou indirecte. Simplement, le côté direct, ça veut dire que son déterminant c'est 1, et le côté indirect, c'est que son déterminant est moins 1. Donc vous avez seulement deux choix possibles, c'est pour ça qu'il n'y en a pas d'autres. Alors regardons le cas direct. Alors, si U est une isométrie directe, vous avez l'existence d'un réel θ, qui est un angle, tel que, peu importe la base orthonormée, la matrice de U, vous la connaissez, elle est de cette forme-là. Première colonne cos θ sin θ, deuxième colonne moins sin θ cos θ. C'est assez important, il existe ici et le pour tout. Faites attention à ne pas les mélanger. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un réel. Ici, il y a un réel qui va marcher peu importe la base. Donc en fait, la base, vous pouvez prendre la base B que vous voulez. Il va avoir un réel θ qui va marcher pour tout le monde. Et ce que dit cette proposition, c'est qu'en fait, les matrices d'isométrie directe, on les connaît. Les matrices d'isométrie directe, dans une base orthonormée, elles ont toujours cette forme-là, avec un certain θ. En général, le θ, on le trouve dans des exercices. Et pour ce qui est des isométries indirectes, eh bien, on connaît aussi très bien la matrice. Là, il ne faut juste pas se planter.
si je fixe une base orthonormée, alors j'ai un réel θ. Mais ce réel θ, faites attention, il dépend a priori de B. Hein. Parce que c'est par rapport à l'ordre des quantificateurs. Si je prends une base orthonormée ici, je sais pas, par exemple, appelons-la B1, eh bien, je vais avoir l'existence d'un réel θ1. Si j'en prenais une autre, B2, j'aurais l'existence d'un réel θ2. Donc faites attention, le θ va dépendre de votre base. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, on connaît très bien la matrice de U dans la base B. Et elle est de cette forme-là, cos θ, sin θ moins cos θ. Vous devez absolument savoir que si U isométrie directe, c'est cette matrice. Que si U est une isométrie indirecte, c'est cette matrice. Ça, c'est très important, vous devez le savoir. Donc j'efface ça. Alors peut-être expliquons avec un dessin, parce qu'un dessin, c'est toujours mieux. Même si ce n'est pas un élément de preuve, mais au moins ça permet de clarifier un peu les idées. Alors, prenons une isométrie directe, on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, on a vu que quand on a une isométrie directe, peu importe la base orthonormée qu'on choisit, on a toujours la même matrice, c'était celle-là. Mais comment ça se traduit que la matrice de U, ça soit ça? Eh bien, c'est toujours pareil, ça veut dire que la première colonne, c'est toujours U de E1. Okay. La première colonne, c'est toujours U de E1, et les coefficients qui apparaissent ici et ici, c'est simplement les coordonnées qu'il y a devant les vecteurs E1 et E2. Donc en fait, ça se traduit, le fait que la matrice soit celle expliquée dit plus haut, ça se traduit en termes de système par U de E1 est égal à cos θ E1 plus sin θ E1, et U de E2 est égal à moins sin θ E1 plus cos θ E1. Et géométriquement, qu'est-ce qui se passe? Ça, vous l'avez déjà fait, je pense, plein de fois en SI ou en physique. Eh bien, ça veut dire que si je pars d'une base E1, E2, elle est bien orthonormée, et là, j'ai fait un petit cercle pour bien vous montrer que c'était de norme 1. Ça, c'est ma base B, E1, E2. Qu'est-ce que va faire U? U, en fait, va transformer le vecteur E1 en le vecteur U de E1. En fait, il va le faire tourner d'un angle θ. Et pareil pour E2. E2 va être transformé en le vecteur U de E2. Et en fait, U, c'est une transformation qui tourne. C'est une rotation. La rotation d'angle θ. Donc, moralité, lorsqu'on a une isométrie directe, qu'est-ce que c'est? Une isométrie directe, c'est une rotation d'un certain angle θ déterminé. Donc, si on reprenait Einstein, là, on va le reprendre. Viens par là, Einstein. Tac. Imaginez, vous avez Einstein ici. Je le duplique. Vous avez Einstein et vous lui appliquez une isométrie directe. Eh bien, si on applique une isométrie directe à Einstein, il va tourner tout simplement. Et on peut l'écrire ici. Isométrie directe. Et c'est une rotation. Une isométrie directe est une rotation. Et on a fait tourner Einstein d'un angle θ. Voilà. Les isométries directes sont des rotations. La grande question, c'est quel est l'angle? Et l'angle, en général, on le trouve. On va le voir après. On va voir comment on trouve cet angle-là. Donc voilà, les isométries directes sont des rotations. Qu'en est-il? Donc alors peut-être qu'on peut plutôt le mettre ici, le θ. Voilà. Qu'en est-il des isométries indirectes? Alors regardons. Pour les isométries indirectes, on a vu qu'il existait une base telle qu'on avait la matrice expliquée plus haut. Ce qui se traduit par ce système, c'est simplement la traduction matricielle de... c'est simplement la traduction de cette matrice est égale à la matrice de U dans B. C'est juste cette traduction. Ça vous donne ce petit système ici. Et donc si on fait un dessin, parce que en faisant un dessin, en fait, vous allez tout de suite voir que le vecteur U de E1, il va être transformé en le vecteur U de E1 ici, et le vecteur E2 va être transformé en le vecteur U de E2 ici. Donc en fait, ce qu'il va se passer ici, c'est qu'on va avoir une symétrie, on va avoir en fait une symétrie par rapport à cette droite. Tous les vecteurs vont...
quand on va prendre un vecteur quelconque, hein, donc je peux aussi prendre celui-là, et ben ce vecteur, le vecteur x ici va se transformer en le vecteur u de x, vous voyez. Et tout ça grâce à une certaine droite, et la question c'est quoi cette droite? Et ben, on va voir après comment on la trouve cette droite, mais en fait, dans le cas des isométries indirectes, les isométries indirectes en fait sont des symétries orthogonales par rapport à des droites, enfin par rapport à une droite. Si on reprend Einstein, voici Einstein, il est là. Imaginez, on applique une isométrie indirecte à Einstein, qu'est-ce qui va lui arriver? Voici on applique une isométrie indirecte à Einstein, il va lui arriver que il va se transformer en lui-même, mais il y aura une symétrie orthogonale par rapport à la droite D. Donc ça c'est après composition avec l'isométrie indirecte. Voilà, c'est ce qui se passera. Donc symétrie orthogonale par rapport à une droite. Et on avait d'ailleurs donné un nom à ça, plutôt que de dire symétrie orthogonale par rapport à A, et ben on disait juste réflexion. C'est le mot qui est ici, réflexion. Et les réflexions sont des... Là on travaille dans le plan, petit rappel, hein, quoique non, je ne l'ai pas juste en haut. Dans le plan, une réflexion est une symétrie par rapport à une droite, une symétrie orthogonale par rapport à une droite. C'est pour ça qu'on utilise le mot réflexion. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas utiliser le mot réflexion et à chaque fois dire symétrie orthogonale par rapport à, faites comme vous voulez. Simplement, si dans un énoncé c'est utilisé, bah, il faut savoir... c'est quand même important de savoir ce que ça veut dire. Une réflexion, c'est toujours une symétrie par rapport à une droite dans un plan et par rapport à un plan dans l'espace. Alors, juste, je me rends compte que ça va faire un peu mieux de changer la couleur. Voilà. Et voilà. Donc il n'y a que deux choix possibles. Retenez bien ce dessin. Voilà, le dessin est assez clair. Isométrie directe, on tourne. Einstein tourne. Isométrie indirecte, on a une symétrie orthogonale par rapport à une certaine droite. Il faut trouver la droite. Mais regardez, dans tous les cas, il faut trouver ce θ-là dans le cas des isométries directes. Donc il y a quelque chose à faire. Et dans le cas des isométries indirectes, eh ben, il faut trouver la droite. Donc il y aura quand même un petit peu de travail. Petit tableau qui résume la situation. Donc on a vu, quand c'est une isométrie directe, c'est une rotation. Voilà, rotation dans le cas des isométries directes. Il n'y a pas d'arnaque, c'est forcément une rotation. Là, vous avez trois cas différents parce qu'en fait, il peut se produire trois cas différents. On peut avoir l'identité. On a vu que l'application identité était bien une isométrie. Et l'application identité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle fait une rotation d'angle 0, en fait. Okay, si on regarde donc ça, c'est bien une rotation, hein, mais bon, c'est pas très intéressant de regarder la rotation d'angle 0. Si on regarde la matrice moins identité, on va avoir une rotation particulière, on va avoir une rotation d'angle pi. Donc là, dans ce cas-là, voilà. Là, on serait dans ce cas-là. Ça, c'est si U, c'est moins identité. Eh bien, lorsque j'applique l'isométrie U égale moins l'identité à Einstein, eh bien, il est renversé et on lui fait une rotation d'angle pi. Donc ça, c'est les cas un petit peu, on va dire, triviaux. Je dis triviaux parce que très souvent, vous n'allez pas travailler avec l'endomorphisme identité dans les énoncés, et très souvent, vous n'allez pas travailler avec l'endomorphisme moins l'identité. Mais c'est des cas qu'on met à part parce qu'il va se produire quelque chose il faut les distinguer, il faut les mettre à part ces cas-là. Néanmoins, on est capable de dire, dans chacun de ces cas-là, on est capable de donner ses valeurs propres,
Et on est capable aussi de donner ces sous-espaces propres. Je vous rappelle aussi, c'est peut-être pas très clair ici, mais il y avait une notation qu'on avait utilisée et qu'on va utiliser en fait à chaque fois dans ce chapitre, donc autant vous le rappeler. E lambda, alors si lambda est une valeur propre de U, qu'est-ce que c'est E lambda de U? Bah, c'est le sous-espace propre de U associé à la valeur propre lambda. Je mets des 2 points pour dire que c'est une définition. C'est le noyau de U moins lambda identité, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E tels que U de x égale lambda x. Voilà. C'est la notation que j'utilise ici, ici, ici et ici. D'accord? À chaque fois, les E que je mets, E1, E-1, c'est les espaces propres. Donc ce que je veux que vous reteniez en particulier, bah, c'est de comprendre que pour les isométries directes, vous avez forcément une rotation. Il y a des cas à part. Le cas de l'identité de moins l'identité. Pardon, ici, identité moins l'identité. Ce que je veux que vous reteniez, c'est tout le tableau en fait. Hein. Mais particulièrement, eh bien, surtout, bon, en général, ça se produit pas trop, ça. Hein. Bon, de toute façon, c'est des choses que vous êtes capable de retrouver. Hein. Voilà, ça, je vous l'ai mis à titre indicatif, mais c'est les cas un peu triviaux hein, qui peuvent se produire. Donc voilà, dans le cas direct, vous avez une rotation. Il n'y a pas de valeur propre. Bah, pas de valeur propre. Réelle, en tout cas. Pas de valeur propre réelle, mais vous avez des valeurs propres complexes qui sont exponentielle iθ, exponentielle moins iθ. Ce qui est par contre capital, donc c'est surtout cette ligne-là qu'il faut retenir, ce qui est capital, c'est pour les isométries indirectes, là on va en parler tout de suite, bah, pour les isométries indirectes, c'est important de savoir tout ça, de toute façon il n'y a que cette ligne-là. Alors, on a vu que pour les isométries indirectes sont des symétries orthogonales par rapport à une droite, symétrie orthogonale par rapport à une droite, on appelle ça aussi réflexion. C'est pour ça que j'utilise le mot réflexion. Les valeurs propres, c'est forcément 1 ou moins 1. Voilà. Il y a des valeurs propres réelles, c'est 1 ou moins 1. Et je vous donne, pour chacune des valeurs propres, je vous donne l'espace propre associé. Vous voyez? Et votre droite, c'est E1 de U. Et ça, c'est capital, et je le mets en rouge. Voici votre droite. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est une symétrie orthogonale par rapport à une certaine droite à déterminer. Bah là, voici votre droite. Votre droite que vous cherchez, c'est l'espace propre associé à la valeur propre 1. Donc c'est voilà, il faut juste faire un système pour essayer de la trouver. Alors, on va s'entraîner un petit peu, voir si vous avez compris. On va faire 2 exemples et puis on s'arrête là. Hein. On va faire l'exemple 6. Peut-être que ça, on peut... on va le mettre là, voilà. On va le mettre ici, c'est pas très important là maintenant. Enfin, on va l'utiliser, mais bon, pas obligé de le mettre en grand. Alors, on va prendre une base. On va prendre une base orthonormée de E. Donc E, c'est un espace euclidien qui est de dimension 2, plan euclidien. Et je vous demande de déterminer la nature de l'endomorphisme U dont sa matrice, c'est celle-ci. Donc vous devez trouver la nature d'un endomorphisme U, et qu'est-ce que vous savez dessus? Bah, vous connaissez juste sa matrice dans la base orthonormée IJ. Alors, déterminer la nature, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est une rotation, c'est une réflexion. Voilà, il faut essayer de savoir, en gros, est-ce que c'est une isométrie directe ou indirecte? Et si c'est direct, on veut savoir l'angle. Si c'est indirect, on veut savoir la droite. Donc, premièrement, on va démontrer que U est une isométrie. Avant de parler d'isométrie directe ou indirecte, ça serait bien d'avoir une isométrie. Alors là, on se dit, oh là là, ça va être compliqué, il va falloir revenir à la définition de la norme, et puis d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est U. Vous inquiétez pas, vous avez la matrice, donc tout va bien. On avait vu dans le cours que U, on sait que U isométrie équivalent à la matrice de U dans B
On est content parce que le B est bien une base orthonormée. Ça faisait partie d'un prérequis du cours, hein. C'est pour ça que je peux l'utiliser. Si et seulement si cette matrice est orthogonale. Donc pour démontrer que U est une isométrie, on va démontrer que sa matrice est orthogonale. Et donc là, vous avez le choix, soit vous travaillez avec les colonnes, soit vous travaillez avec sa transposée. Peu importe, moi je vous conseille de travailler avec les colonnes, c'est beaucoup plus rapide. Donc on va noter, notons C1, C2, les colonnes de... Alors je vais lui donner un nom, hein. Je vais l'appeler M, cette matrice. Regardons le produit scalaire de C1 avec C2. Alors, regardons un petit peu. Faites attention, hein, encore une fois, la première colonne de cette matrice, ça n'est pas 1 racine de 3. La première colonne de cette matrice, il faut évidemment faire rentrer le 1,5 ici et ici, et donc ça sera 1,5 racine de 3 sur 2. Ne faites pas l'erreur, c'est embêtant. Donc la première colonne, c'est 1,5 et racine de 3 sur 2. Produit scalaire avec mon racine de 3 sur 2, 1,5. Voilà, c'est le produit scalaire canonique sur R2, xx' plus yy', ça fait 0. Et de même, c'est tout en fait, il n'y a que 2 colonnes, hein, donc voilà, pas grand chose à faire. La norme de C1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la norme du vecteur 1,5 racine de 3 sur 2, c'est-à-dire racine carrée de 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc ça fait 1 quart plus 3 quarts, et ouf, ça fait 1, on est content. Ça fait 1, et de même, la norme de C2, on ne fait pas le calcul, vous rédigez exactement comme ça sur une copie, hein. Ne faites pas de calcul, vous avez montré que vous êtes capable de le faire pour la première colonne, donc la deuxième colonne ça fait 1, et là on conclut tout de suite, hein. Donc M est orthogonale, et par conséquent, U est une isométrie. Donc on sait déjà que c'est une isométrie, la question c'est est-elle directe ou indirecte? Alors, comment fait-on pour savoir si elle est directe ou indirecte? Très simple, on calcule son déterminant. Si son déterminant vaut 1, c'est une isométrie directe. Si son déterminant vaut moins 1, c'est une isométrie indirecte. Calculons le déterminant. Encore une fois, tout est plus facile avec la matrice. Vous savez que le déterminant d'un endomorphisme ou le déterminant d'une matrice qu'elle représente, c'est pareil. Peu importe la base, pas besoin que la base soit orthonormée. Donc là, ça fait déterminant de M. Il y avait ce 1,5. Alors faites attention, hein, avec ce 1,5. Je vous rappelle que le déterminant... Alors, je vais vous donner le résultat général. J'ai pas envie que vous vous plantiez là-dessus, ça serait vraiment dommage. Je vous rappelle que le déterminant de lambda M, c'est lambda puissance n déterminant de M. Le n étant la taille de la matrice. Ne l'oubliez surtout pas. C'est le même n ici et ici. Nous, on avait un coefficient 1,5, c'est ça. Donc on va avoir la taille de la matrice, c'est 2, donc on va avoir un 1,5 au carré. Et fois le déterminant, donc le déterminant, on a une notation avec des grandes barres, et le déterminant, 1 racine de 3, moins racine de 3, 1. Peut-être qu'on peut le redimensionner un petit peu, ça. On va le mettre là. On va changer un petit peu. Voilà, et donc c'est parti, hein, on va simplifier tout ça. Donc on a 1 quart multiplié par 1 plus racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, ce qui va donner 1. Ainsi, U est une isométrie directe.
Alors peut-être qu'on va pas encadrer. Encadrer, c'est pour le résultat final. On va juste souligner, parce que ça fait quand même partie d'une étape importante. Donc, on sait que c'est une isométrie directe. C'est donc une rotation d'angle θ. Vous ne pouvez pas conclure en disant U est une rotation, il faut être précis. Rotation d'angle quoi? Il faut trouver ce θ. Je ne vous ai pas donné de méthode qui permet de le trouver. Néanmoins, vous savez quoi? Vous savez que la matrice d'une isométrie directe est de cette forme-là. Cos θ, sin θ, première colonne, moins sin θ, cos θ, deuxième colonne. Donc, eh bien, on va être un peu malin et on va écrire cette matrice-là comme cos θ, sin θ et moins sin θ, cos θ. C'est comme ça qu'on va trouver l'angle. En fait, c'est toujours en dimension 2, c'est toujours comme ça qu'on fait. Ouais, alors, on a m égale... alors, on avait dit quoi? 1, 2, je sais plus là. Ouais, voilà, c'était ça. 1 demi racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, 1 demi. Votre objectif, c'est d'écrire ça comme cosinus d'un certain angle, sinus d'un certain angle, moins sinus d'un certain angle, cos d'un certain angle. Évidemment, à chaque fois, c'est le même θ. Alors, vous pouvez essayer de mettre pause, essayer de le faire de votre côté. Et bon, vous pouvez, soit on fait un système, soit on le trouve tout seul. Bon, là, en fait, il se trouve que c'est pi sur 3. Hein, ça va marcher avec pi sur 3. Pas trop de difficultés. Ça fait exactement cos pi sur 3, sinus pi sur 3, moins sinus pi sur 3, cos pi sur 3. Et ben voilà, c'est réglé. Alors, regardez un petit coup. Oui, c'est bon. Finalement, U est la rotation. C'est la rotation d'angle pi sur 3. Voilà. C'est d'angle pi sur 3 et c'est tout ce qu'on peut dire. Donc on a trouvé en fait la nature. La nature, c'était une rotation. Alors, est-ce que je corrige l'autre ou je vous laisse je regarde. Bon, je vais vous le corriger. On va le faire ensemble. Alors, là, c'est le même principe. On nous demande de déterminer la nature de l'endomorphisme U défini par. Donc moi, ce que je vous conseille, peut-être, mettez pause, essayez de le faire de votre côté, et puis revenez sur la vidéo pour voir le corriger. Donc on va d'abord démontrer que U est une isométrie. En fait, je ne vais pas vraiment vous le faire. Je vais vous faire surtout les grandes étapes. Comment vous faites pour démontrer que U est une isométrie? Comme tout à l'heure, vous prenez ça, vous prenez cette matrice-là, et vous démontrez qu'elle est orthogonale. Comment on fait? On raisonne avec les colonnes, et vous donnez un nom aux colonnes, faites bien attention à rentrer le 1/5 à l'intérieur, et vous démontrez que C1 scalaire C2, ça fait 0, et que chacune des colonnes est de norme 1. Je vais mettre OK, ça sera à vous de le vérifier. Calculons le déterminant de M, enfin de U. Le déterminant de U, c'est le déterminant de M. M étant la matrice de U dans la base B. Et donc, ça va faire 1 sur 25 moins 3, 4, 4, 3. Donc là, je cherche à savoir si mon isométrie est directe ou indirecte. De toute façon, il n'y a que deux cas possibles. Soit c'est direct, soit c'est indirect. 1 sur 25, moins 9, moins 16, et ça fait moins 1. Donc U est une isométrie indirecte. Voilà, on est content, on sait que c'est une isométrie indirecte. D'après le cours, U est donc... On a juste à recopier ça. Enfin, juste. D'après le cours, U est la réflexion par rapport à la droite D. Et D, c'est l'espace propre associé à la valeur propre 1. D'après le cours,
U est la réflexion. Si vous préférez, vous dites symétrie orthogonale. Bon, je vais laisser réflexion, hein. La réflexion, c'est plus court. La réflexion par rapport à la droite D. Et qu'est-ce que c'est la droite D? C'est l'espace propre associé à la valeur propre 1. Qu'on note... bon, on va le faire, oui. E1 de U ou EM de U, c'est pareil, hein. L'espace propre associé à la valeur propre 1 pour l'endomorphisme U, c'est pareil que l'espace propre associé à la valeur propre 1 pour... bon, c'est pas tout à fait pareil. Il y en a un où on exprime avec des colonnes, l'autre des lignes. Bon, je vais mettre juste E1 de U. Et donc, nous, on va le déterminer, en fait, hein. Alors, on va déterminer E1 de M, l'espace propre associé à la valeur propre 1, pour la matrice M, et puis on va conclure avec D, en fait. Okay, donc, déterminant, on a... Qu'est-ce que c'est que E1 de M? Eh bien, E1 de M, c'est l'ensemble des vecteurs xy, colonne, donc 2 lignes, une colonne. C'est l'ensemble des vecteurs propres. Donc, mx pour la valeur propre 1 égale x. Mxy égale xy. Si on regarde un petit peu ce que ça fait, alors 1 cinquième moins 3, 4. J'essaie d'être un peu rapide parce que la vidéo, je sens qu'elle est un peu longue là. 4, 3. Si je fais ça égale xy, on va obtenir moins 3. Je pense que vous allez obtenir la condition vous allez obtenir les vecteurs. Vous allez avoir un système, et il y a une ligne qui pourra se simplifier parce que c'est la même que la deuxième, à constante près. Ça sera y égale 2x. Et ça, cet ensemble-là, c'est exactement... il suffit de remplacer le y ici, hein, vous le remplacez par 2x, vous factorisez par x, et ça va faire 1, 2, tout simplement. Ok. Alors là, il ne faut pas se planter parce que c'est pas tout à fait votre droite. Faites attention, en fait, ici. D, c'est une droite. C'est une droite de l'espace... c'est une droite engendrée par un vecteur de E. Donc vous ne pouvez pas dire que D, c'est vect du vecteur 1, 2. Là, ça pose un gros problème. Vous ne pouvez pas dire ça tout simplement parce que il faut, à l'intérieur du vect, mettre quelque chose qui appartient à E. Et notre E, c'est pas R2. Notre E, c'est un plan euclidien, c'est-à-dire un espace euclidien de dimension 2, mais c'est pas forcément R2. Donc, en fait, c'est pas 1, 2 que vous allez mettre, c'est plutôt un vecteur dont les coordonnées dans la base IJ sont 1, 2. Okay, donc ça sera le vecteur I plus 2J. Ainsi, U est la réflexion. Par rapport à la droite, D égale... Donc là, ce que je disais, c'est que si par exemple, là, vous avez vect de AB, eh bien, pour la droite, ça serait vect de quoi? De A fois le premier vecteur de la base qu'on nous a donné, c'était I. Je peux mettre une flèche pour bien vous montrer que c'est un vecteur, plus B fois J. Voilà, ça serait ça. Ça serait A plus BJ, ok? Et ça, c'est bien un vecteur appartenant à E, et c'était ça qui était important, hein, parce qu'on ne peut pas mettre 1, 2. 1, 2, c'est un vecteur de R2. Donc il faut se ramener à chaque fois à grand E. Mais en général, on travaille avec R2, et donc on travaille avec la base canonique, donc on retombe sur nos pas, et ça fait vraiment le vecteur 1, 2 en ligne. Mais ici, ça fera I plus 2J, d'après ce que j'ai écrit. Voilà, et ça conclut la vidéo.
et ce cours. Et demain, on fera les isométries vectorielles en dimension 3. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.